Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 9 avril 2019 et voici le programme du soir. Je recevrai Marcel Cataneo, le maire de Faverges. Nous évoquerons avec lui les dernières actualités de sa commune. Les amis d'Hector me rejoindront ensuite. Le nouveau club de mécènes de Chambéry se mobilise pour venir en aide au musée de la ville. Enfin, je recevrai Vincent de la boutique BD Fugue. Il sera avec moi pour parler de ses coups de cœur du mois. Mais d'ici là, je reçois Fanette pour les titres du journal. Salut Fanette. Victoria. Alors, dans le journal, on évoquera notamment les nouvelles mesures pour l'ascension du Mont Blanc. Oui, on en avait beaucoup parlé l'été dernier. Jean-Marc Pélex, le maire de Saint-Gervais, était monté au créneau. Alors, quand on parle de ces nouvelles conditions, on parle bien de la voie normale ou la voie royale, donc côté Saint-Gervais. Alors, ce qui pourra, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, avoir des conséquences sur les autres voies d'accès au toit de l'Europe. Mais en tout cas, on est bien sur cette voie-là. Et donc, en gros, obligation de réserver avec en donnant son identité. C'est ça, surtout ce qui est nouveau. Donc, on fera le point. Et puis on part à Évian pour parler de la buvette Cacha. Voilà, c'est ce joli pavillon de verre et de bois, mais qui est malheureusement à l'abandon depuis bientôt 10 ans. Donc il y a un gros chantier de restauration qui est prévu. Ça coûte beaucoup d'argent, donc du coup, la ville d'Évian, qui est propriétaire depuis 2012, a fait appel aux dons avec la Fondation du patrimoine, donc on y reviendra. On verra donc le reportage de Jean-Paul Crécy. À tout à l'heure, Fanette, on se retrouve pour la revue de presse. J'accueille pour notre rubrique dans l'actu Marcel Cataneo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Bonsoir, vous êtes madame. Le maire de Faverges, donc vous êtes à la tête de la mairie depuis 5 ans. Et parmi les faits marquants de votre mandat, on va revenir sur toute l'actualité de Faverges, mais d'abord, il y a ce projet de fusion de la communauté de communes des Sources du Lac, dont Faverges fait partie, avec le Grand Annecy. Vous étiez favorable à cette fusion, mais elle a été rejetée par la majorité des communes. Pourquoi souhaitiez-vous vous rapprocher d'Annecy ? Parce que c'est notre bassin de vie. C'est la première chose. La seconde chose, parce que nous avons besoin d'une strate supérieure. Ces deux éléments ont fait que nous étions favorables. Il y a un troisième mobile qui est le transport. Le transport qui est pour Faverges primordial. Sur cette rive ouest du lac, comme vous le savez, c'est très engorgé. Et la fusion avec le Grand Annecy nous aurait permis de bénéficier de tous les services que le Grand Annecy offre en matière de transport. Donc, 3 éléments qui font que notre volonté était de rejoindre le Grand Annecy. Je ne parlerai pas de la proximité d'Annecy en tant que citoyen musicien, car effectivement, je pratique la musique sur Annecy. Alors, personnellement, oui, j'ai été d'autant plus favorable que cet aspect culturel, et je sais que, vous le savez, la culture est quelque chose qui me tient à cœur. Alors justement, culture, mobilité, ce sont des termes qu'on va aborder. Simplement une dernière question sur cette fusion. Est-ce que le désaccord a laissé des traces dans votre communauté de communes des Sources du lac d'Annecy ? Écoutez, c'est le jeu de la démocratie. Les gens n'en ont pas voulu. Les conseils municipaux n'en ont pas voulu. Eh bien, j'accepte. Nous acceptons le verdict. Et nous continuons à travailler. C'est une péripétie démocratique, il faut l'accepter. Et je suis prêt, je travaille chaque semaine avec mes collègues de la communauté de communes des Sources du lac d'Annecy et son président, Michel Coutin. Voilà.
Vous l'avez dit, il y a une volonté de développer la culture, notamment à Faverges. Il y a un projet qui est en cours, c'est le centre culturel qui doit prendre la place de la Scope Bourgeois, qui est une ancienne usine emblématique de votre commune. Où en est ce projet et que va-t-on pouvoir trouver dans ce centre? Cette friche industrielle a été pour nous l'occasion de réorienter le projet du centre culturel qui avait son lieu déjà affiché dans le mandat précédent. Mais nous avons accueilli cette vilaine nouvelle en disant que faire. Et l'idée du centre culturel nous est venue naturellement. Et dans ce lieu que nous appelons actuellement le tiers-lieu culturel, il va recevoir bientôt son nom. Nous allons le baptiser. Un cabinet en communication travaille sur le futur nom. Et nous allons prochainement pouvoir l'ouvrir. Dès 2019, évidemment, c'est un lieu qui va se construire progressivement. Et nous allons mettre 1 an, 2 ans, mais nous démarrons cette année 2019 à la rentrée des classes avec Microfolie. Microfolie où l'activité principale venant de la Villette à Paris mettra à disposition le numérique nécessaire à tous nos étudiants, à tous nos adultes qui voudront bien venir en profiter. Nous voulons que ce soit un lieu de vie permanent, où la résidence des artistes sera effective, où nous pourrons nous restaurer, nous abreuver, mais surtout nous cultiver. On a hâte en tout cas de voir la programmation de ce futur lieu. Autre thème important, vous l'avez abordé déjà, la mobilité. On évoque en ce moment un éventuel projet de tram-train entre Annecy et Albertville. Est-ce que c'est un projet qui vous convainc ou pas vraiment? Écoutez, je suis favorable au projet Lola. Ce qui a été étudié est perfectible. Mais dans l'immédiat, je suis convaincu qu'il faut aller vers ce projet qui est, ne l'oublions pas, qui a été étudié, qui est financé. Ne traînons pas. Nous pourrons toujours le rendre plus perfectible, mais démarrons. 50 ans, vous vous rendez compte? 50 ans que ça dure. Alors, le projet est prêt, il faut y aller. Je suis favorable. Vous avez émis une réserve sur le bus à haut niveau de service, en critiquant notamment le fait qu'il n'irait pas jusqu'à Faverges. Est-ce que vous vous sentez un peu oublié ou mis de côté peut-être dans ce projet? Je le soutiens et je regrette. Voyez-vous, la fusion avec le Grand Annecy aurait permis d'aller plus vite. Il viendra le BHNS sur Faverges-Settenay, il viendra. Mais c'était l'occasion de le faire venir plus vite, bien évidemment. Donc, effectivement, il s'arrête à Douin, mais nous nous adapterons. Voilà, je reste optimiste, très optimiste. L'été dernier, le centre de Faverges avait été ravagé par un incendie. Où en est la réhabilitation de ce quartier? 23 juillet 2018, j'étais en Normandie, je suis rentré immédiatement. Où en est ce projet? Il y a de grosses difficultés avec les experts en assurance. Ce quartier très vieux, dont les structures s'entrecroisent, s'entremêlent,
c'est très difficile, très compliqué. Le projet de la ville de Faverges-Settenay, nous allons l'inscrire dans ce qu'on appelle le projet urbain. Que sera Faverges-Settenay dans 10, 20, 30 ans? Actuellement, nous menons une réflexion à ce sujet et les premiers retours des citoyens nous diront quelle piste, quelle orientation donner à ce quartier. N'oublions pas que nous avons l'obligation de redynamiser le centre-bourg. Nous allons en profiter. Actuellement, les différents experts essayent de se mettre d'accord, mais de toute manière, la commune tranchera. Une dernière question très rapidement pour terminer. Les élections municipales auront lieu en mars 2020. Serez-vous candidat? Madame, il nous reste 1 an. Il ne sert à rien d'aller trop vite. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelque temps. Eh bien, rendez-vous est pris en tout cas. On suivra votre actualité. Merci beaucoup, Marcel Cataneo, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Accès Direct. Et à bientôt. Je vous remercie beaucoup. Merci. On va passer à présent à notre rubrique culture dans laquelle on va parler des amis d'Hector. Avant de vous expliquer de quoi il s'agit, j'accueille sur le plateau Caroline Bongard et Michel Camoz. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Alors Caroline Bongard, vous êtes directrice des musées de Chambéry. Michel Camoz, vous êtes le président du club des amis d'Hector. Donc il s'agit du nouveau club de mécènes de Chambéry qui a pour vocation de venir en aide à ces musées en finançant certains de leurs projets. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce club? C'est moi qui vais. Je vous en prie. Alors, ce qui nous a poussé à créer ce club, écoutez, c'est un désir de bien faire, un désir de participer à la vie culturelle de notre région. Caroline Bongard est une excellente directrice de musée et j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance il y a quelques années. Et il se trouve que moi aussi, je suis un peu passionné, pas un peu, passionné d'art. Ça m'est arrivé aussi de faire participer à des œuvres de mécénat. Et vous savez, on est dans une période où le financement participatif, c'est un petit peu à la mode, on entend parler de partout. On se rend compte aussi que les pouvoirs publics ne sont pas toujours aujourd'hui aussi donneurs qu'ils l'étaient par le passé. Donc, je pense qu'il faut se prendre en main, qu'il faut faire des choses. D'où l'idée, entre nous, de créer un club de mécènes dont l'identité est de favoriser, d'aider les projets qui seront faits par les musées de Chambéry. Et donc, Caroline Bongard s'occupe activement. Pour présenter rapidement les musées de Chambéry, il y a notamment le musée des Beaux-Arts. Et quel autre musée vous dirigez? Dans le musée des Beaux-Arts, il y a aussi une artothèque, je voulais le préciser, qui est aussi un instrument de démocratisation et de diffusion de l'art et des pratiques artistiques. Et notamment dans l'escarcelle des musées municipaux, il y a aussi la célèbre maison de Jean-Jacques Rousseau, les Charmettes. Alors, quelles vont être les missions de ce club des mécènes? Les missions, ça va être en participation avec le musée, à participer aux nombreuses activités du musée. Ça peut être quelques projets que nous avons déjà entamés, ça peut être une aide à la réflexion. Donc vous voyez, on a une campagne actuellement qui s'appelle Aider Judith et Didon à se refaire une beauté, puisqu'on est en train de participer à la restauration de tableaux d'un célèbre peintre. Et puis il y aura d'autres actions qui seront menées par la suite. Ça sera aussi des actions pour favoriser des spectacles qui vont être donnés dans le cadre du Bel Air Clavier Festival. Du festival, voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait d'autres projets, mais ça, tu les connais mieux que moi, les projets. Oui, après, nous avons en 2019, donc outre le festival Bel Air Clavier Festival, nous avons aussi une grande exposition à l'automne que nous organisons en partenariat avec le Palais Royal de Turin, donc, qui fera rayonner nos deux établissements, la Galleria Sabaoda et le Musée des Beaux-Arts de Chambéry. Ces deux institutions ont des liens
communs, qui sont les ducs de Savoie et ensuite les rois de Piémont-Sardaigne. Nous avons des collections communes et donc nous avons des intérêts communs à lier nos forces et nos richesses culturelles et patrimoniales. Et ce grand projet vient s'inscrire dans ces liens que nous tissons avec Turin. L'exposition est autour d'un grand personnage de la première moitié du XXe siècle, qui est Riccardo Gualino, grand entrepreneur et collectionneur turinois. Ensuite, nous avons aussi rencontré plusieurs personnes qui souhaitaient aider les Charmettes plus spécifiquement et qui nous demandaient comment donner, comment participer à la sauvegarde, à la valorisation et à la rénovation des Charmettes que nous avons commencé il y a 2 ans avec un grand projet, un grand chantier Alcotra transfrontalier aussi, toujours avec nos amis turinois. Donc nous souhaitons poursuivre cette rénovation et donc nous allons acquérir, grâce aux amis d'Hector, une borne de dons directs où, à l'issue, à la sortie de la visite de la maison et aussi de ses jardins, chacun pourra donner ce qu'il veut pour aider la rénovation des musées. Donc nous sommes dans la participation, dans l'implication de chacun. C'est vrai que je pense que toutes ces actions sont là pour interagir les acteurs, des passionnés d'art, hein, mais aussi des acteurs économiques qui voient en l'art et la culture un moyen de dynamisme local et territorial. C'est ça, finalement, ce club, il ne s'agit pas uniquement de dons financiers, c'est aussi, le but, c'est aussi d'impliquer tous ces acteurs dans la culture, dans le rayonnement culturel de la ville. Alors c'est effectivement, le but principal, c'est quand même de lever des fonds, hein, c'est l'arme de la guerre. Donc on va essayer d'impliquer et les particuliers et les entreprises. L'intérêt aussi, mais il est financier, il est fiscal. Donc il faut bien se rappeler que chaque fois qu'on fait des dons à des associations de ce type, on peut bénéficier de réductions fiscales. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, à une période où les gens sont un peu frileux, où les gens s'inquiètent du devenir de leurs fonds, là au moins on sait que cet argent peut permettre une déduction fiscale et en plus aider une activité locale. L'idée quand même, c'est effectivement de favoriser l'action du musée, participer avec le musée à de nouveaux projets. C'est important pour notre cité d'avoir des gens impliqués, que ce soit des particuliers ou que ce soit des entreprises. Le nom du club, les amis d'Hector, rend hommage au premier mécène de Chambéry, qui était Hector Garriot, qui a vécu au XIXe siècle. C'est toujours important aujourd'hui de soutenir la culture. Ah bah la culture, c'est ce qui est primordial à l'heure actuelle. C'est ce qui nous rend intelligents, c'est ce qui nous permet d'être curieux, de découvrir, d'être tolérants, d'être intelligents. Je connais rien de mieux que la culture, moi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Accès Direct. Pour terminer, peut-être quelques temps forts à venir dans les musées de Chambéry. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les musées de Chambéry, venir découvrir le printemps qui pointe aux Charmettes, bien sûr, dans les jardins, mais aussi la nouvelle exposition au Musée des Beaux-Arts qui va ouvrir vendredi prochain. Le vernissage a lieu vendredi prochain, ouverture entrée libre pour tous à partir de 18h et ensuite ouverture au public à partir du samedi, du lendemain. C'est un artiste qui est André Jacques et qui a œuvré au début du XXe siècle, aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie. Et donc c'est un peintre c'est un peintre graveur qui s'est passionné pour la montagne et les habitants de la haute montagne. Donc c'est la culture aussi un moyen de nous réunir tous et autour de ce qu'on aime le plus. Merci beaucoup. Et puis pour retrouver le Club des mécènes, on rappelle peut-être le site internet d'artagnan.fr, c'est bien ça? Donc ça, c'est l'outil pour pouvoir permettre les dons. Oui, la plateforme pour Judith et Didon. Sinon, les amis d'Hector, vous allez sur le site internet chambéry.fr, musée, vous trouverez toutes les informations. Eh bien, merci beaucoup Caroline Bongard et Michel Camos d'être venus sur le plateau et à bientôt. Merci à vous. Merci. On va passer à notre revue de presse. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci beaucoup. Et Fanette est de retour. Donc pour notre revue de presse, on va commencer avec Airbnb et la ville d'Annecy. Oui.
Alors, je n'avais pas prévu de commencer par celui-là, donc oui, c'est bon, ça suit. Merveilleux. Donc, c'est ActiveMag qui revient sur le succès d'Airbnb à Annecy. Depuis plusieurs années, la capitale haussarière plafonne dans les 5 destinations françaises les plus prisées sur la plateforme. En 3 ans, l'offre de location a été multipliée par 3. On est passé de 700 logements en 2016 à 2100 aujourd'hui, ce qui fait un logement sur 13. C'est assez énorme puisque, à titre comparatif, à Paris, on est sur un ratio de 1 sur 21. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Alors, certains commerçants s'y retrouvent, d'autres non. Ça dépend un petit peu des secteurs d'activité. Et collectivité, et côté collectivité, depuis 2017, ça va mieux concernant la taxe de séjour que certains auraient préféré garder dans leur poche, puisque il y a une automatisation qui s'est faite pour les villes où il y a le plus de demandes. C'est le cas de Paris, Chamonix et donc d'Annecy. Donc maintenant, ça se fait automatiquement. Ça représente quand même 240 000 euros. C'est une manne qui est reversée intégralement à l'Office de tourisme. Donc ça permet par exemple de restaurer les pistes cyclables, etc. Et puis l'article revient aussi sur le contrôle qui va être renforcé. Là, cette année, ça a été voté, donc le temps que ça se mette en place. L'allocation de sa résidence principale sera limitée à 120 jours par an. C'était déjà le cas dans les villes les plus prisées sur Airbnb. Et puis pour tous les biens, une demande d'enregistrement en mairie est désormais obligatoire. Donc un article très bien intéressant. Oui. Et puis les taxis du futur, les Sea Bubbles, ont été vendus. Oui, voilà, on en avait parlé puisqu'il y a des tests qui ont été faits à Genève sur le Léman au printemps cet été. Côté français, c'est un peu compliqué d'un point de vue administratif, etc. Et donc la start-up qui est française est cédée à un pool d'investisseurs suédois, suisses et américains. En fait, les deux cofondateurs ont un profil un peu particulier. Il y en a un qui est recordman de vitesse en hydroptère, l'autre en planche à voile. Et donc, ils ont voulu s'associer à des gens qui ont un côté plus industriel, plus professionnel. Ils ont d'autres projets. Après le Sea Bubbles, il y a le Flybus, qui est un peu sur le même principe, mais donc en bus. Et donc, on verra les premiers Sea Bubbles, normalement dès le mois de juillet, parce qu'ils ont été vendus à Miami, au Mexique. Donc, il faudra un peu voyager. Ou il y a Rotterdam aussi qui est intéressé. Côté français, ça coince un peu, toujours pour des raisons administratives. Et puis toi, on va commencer avec une alpiniste qui fait la chasse aux déchets. Oui, en 2013, lors de sa première ascension de l'Everest, l'alpiniste Marion Chénaud-Dupuis fait ce constat: 10 tonnes de déchets jonchent l'Everest. Depuis 30 ans, les expéditions ont donc laissé des traces derrière elles. Et la guide de haute montagne a décidé de nettoyer le fameux sommet qu'elle a gravi 3 fois depuis 2013. Dans cette interview qu'elle donne à France Inter, elle explique qu'on trouve vraiment de tout sur le chemin du sommet. Beaucoup de matériel technique évidemment, des tentes, des crampons, des bouteilles d'oxygène. Et puis aussi des cadavres qu'elle ne peut pas, pour le coup, ramener. En revanche, ce sont donc plus de 8 tonnes de déchets qui ont été déblayés en 3 ans, grâce à une équipe de 50 guides locaux qu'elle a mobilisés autour d'elle, et grâce donc à son association Clean Everest. 8 tonnes, donc c'est 3/4 de la quantité de déchets qu'elle avait estimé avoir trouvé en 2013. Et avec cette équipe, elle a aussi instauré une charte environnementale de l'Everest qui oblige les alpinistes en fait à récupérer des déchets et à redescendre à chaque fois avec des déchets sous peine d'amende. Donc Marion Chénaud-Dupuis habite au Tibet et elle espère étendre son action dans toute la zone de l'Himalaya. Et puis, environnement encore, mais avec des belles images, si j'ai bien compris. Encore et toujours, avec un documentaire qui va beaucoup plaire à Camille. Je crois que dès la fin de l'émission, elle va se mettre à le regarder. C'est une série, en fait, documentaire que l'on trouve sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix et réalisée par un réalisateur britannique, Alastair Fordergill, en collaboration avec WWF, donc qui raconte un petit peu les changements en cours sur notre planète. Je ne sais pas si on a le temps de voir un tout petit extrait. On va regarder tout de suite.
cet épisode avec de très très belles images. À tout à l'heure. Merci Fanette, oui on se retrouve tout à l'heure pour le journal. Et on passe tout de suite à notre dernière rubrique, on va parler BD avec notre spécialiste. Bonsoir Vincent. Bonsoir Victoria. De la boutique de la librairie BD Fugue. On le sait, ta spécialité ce sont donc les BD. Et cette semaine on a encore des BD croustillantes. On va commencer tout de suite avec Le Patient. Oui, j'ai pas fait une sélection très drôle cette semaine, mais il y avait des titres Effectivement. tellement forts qu'il fallait en parler. Alors Le Patient, juste petite précision pour ceux qui voient l'image là tout de suite, c'est une version avant-première, il sort demain. Donc vous avez pu lire Donc, une une version qui exclusivité. était pas tout à fait terminée, mais vous aviez quand même toutes les grandes lignes. Le Patient, qui est le nouvel album de Timothée Le Boucher, qui avait déjà impressionné tout le monde avec son précédent, Ces jours qui disparaissent, qui a été pris des libraires de bande dessinée, qui a été mis en route pour un projet cinéma. Je pense que Le Patient a tout pour devenir un très beau projet cinéma aussi, voire même une série Netflix, si Oui. jamais... Oui, parce que c'est vraiment un thriller assez entraînant, assez intriguant, très sombre aussi. Très sombre, mais, un peu glauque même presque, mais fascinant, un thriller psychologique pur où on pense avoir compris, mais non, mais si, mais oui, mais peut-être, et on finit, et jusqu'à la fin, malgré qu'on soit à peu près convaincu de certaines choses, il y a quand même les 4 dernières pages qui viennent nous prouver qu'on s'est quand même fait avoir. Et c'est bluffant. C'est exactement la discussion qu'on a eue avec Camille. Effectivement, on ne révèle pas la fin, mais on reste un peu sur notre fin, justement. Il y a plein de choses qui sont comme ça. Non, c'est très très bien vu. Puis il a une modernité dans le graphisme, à la fois élégant et à la fois très, très vivant. Il a une façon de mettre en scène. Enfin, voilà, Timothée Le Boucher, c'est vraiment l'auteur à surveiller de très très près. C'est bluffant, remarquable. Alors, on va passer à... Je crois que c'est mon coup de cœur de cette sélection. Bien. Ça s'appelle Tout va bien. Et là aussi, c'est une histoire très prenante, très intéressante, avec des thèmes abordés assez presque déroutants finalement. Oui, déjà ce qui est déroutant, c'est ce titre Tout va bien, elle est quand même sous l'eau, donc on n'est pas tout à fait sûr de cette annonce-là. Ce qui est déroutant aussi, c'est que c'est une histoire d'amour. On a l'impression d'à peu près connaître le principe des histoires d'amour, sauf que rien ne ressemble au code de l'histoire d'amour classique qu'on pensait avoir vu éculer. C'est autobiographique, donc en plus il y a une dimension derrière qui est très forte. Et c'est vrai que c'est l'histoire d'Élie qui a du mal finalement à véritablement se construire une dynamique amoureuse. Ça l'intéresse même pas plus que ça. Et puis il y a ce jeune homme qui arrive dans sa vie qui, lui, a quand même envie de sortir avec elle, mais en même temps qui la rassure, qui prend son temps. Et petit à petit, des choses, que ce soit de leur présent à eux ou du passé qui remontent, vont donner là aussi beaucoup de psychologie à l'ensemble. On a un récit qui est très très complet, qui est très, très différent de ce qu'on lit d'habitude. Pas forcément empathique, on ne se met pas forcément à la place des personnages selon nos propres chemins de vie, j'ai envie de dire. Par contre, la façon qu'elle a de nous immerger dans ce récit est très juste. Les dialogues, je les ai trouvés remarquables aussi. Ils ne tombent jamais à côté. Tout est nécessaire, tout est utile et tout est touchant aussi. Ces deux personnages, on a vraiment envie de les connaître. Ils existent d'ailleurs pour de vrai, mais on a vraiment envie de les connaître parce qu'il y a quelque chose de vrai et d'humain qui ressort de tout ça. Il y a quelque chose de touchant également dans les dessins. Oui. Ils sont très beaux. Ils sont doux, ils sont sensibles, parfois un peu fragiles. Enfin, tout ça qui convient parfaitement à ce récit. Alors, la suivante, c'est le dernier atlas, qui est ici, alors qui est un peu plus épais. Oui. Ah ouais, j'ai pas eu peur cette fois, t'as vu. Et c'est en fait une trilogie, à la fois classique et assez originale. Alors, qui a comme base l'Uchronie. Là, il va falloir nous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors, l'Uchronie, c'est un genre littéraire qui se développe de plus en plus. Le principe de l'Uchronie, c'est un petit peu l'idée et tiens, qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait été les nazis qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait été les Russes qui étaient allés pour les premiers sur la Lune? Ce principe de partir sur un contexte historique réel, mais de voir qu'est-ce que ça aurait pu déclencher. Donc c'est de la science-fiction dans le passé presque. Et donc le dernier atlas part sur ce principe-là. C'est une pile nucléaire qu'il faut aller retrouver. C'est un robot géant qui avait été construit dans les années 70, qui est peut-être même avant, qui va être l'enjeu de ce récit, qui est en fait au cœur d'une pègre. On est dans
On est au milieu effectivement de mauvais garçons, bien au-delà même, hein, qui vont effectivement fomenter quelque chose. On sent que les personnages peuvent être un peu ambivalents, mais on sent aussi que d'un point de vue climatique, social, politique, il y a énormément de choses qui bougent. Ce qui fait qu'on a un récit qui est à la fois extrêmement complexe, extrêmement riche et en même temps très abordable. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé absolument brillant aussi dans cette première partie, c'est le foisonnement de l'histoire et en même temps l'accessibilité totale. Et là, c'est une information à noter, l'un des auteurs, donc Fabien Wellman, sera en dédicace ce jeudi. Oui, Fabien Wellman, c'est un des plus grands scénaristes de l'histoire de la bande dessinée, j'ai pas peur de le dire. Et on le connaît pour des séries comme Seul ou Spirou, Green Manor, Marquis d'Anaon. C'est un scénariste qui a un talent vraiment hors norme. Il fait rien dans l'à peu près. Et il se renouvelle en plus énormément dans chacune de ses œuvres. Donc on est très, très, très heureux de le recevoir jeudi à la librairie. Donc c'est jeudi dès 15h. Voilà. On va passer tout de suite rapidement, malheureusement, à la dernière qui est La peau de 1000 bêtes. Alors là, c'est un conte, mais un peu angoissant quand même. Ah, en fait, les contes de Grimm et autres ont tous ce côté un peu angoissant, mais le côté fabuleux faisait qu'auprès des enfants, ça fonctionnait quand même. Là, La peau de 1000 bêtes, il ne s'adresse pas aux enfants, il s'adresse vraiment clairement aux adultes. L'auteur n'a pas peur de l'affirmer dans son écriture et on est complètement scotché. Tant par l'univers graphique qui est très original mais aussi très esthétique que par la richesse de ce récit qui va mélanger énormément d'émotions, de sentiments, des contradictions par rapport à notre morale et puis à d'autres moments au contraire on est complètement captif. Enfin voilà, on finit ce livre un petit peu... moi j'étais dans un état pas possible. Hein. Je l'ai fini, c'était l'œuvre. J'avais envie de le relire à nouveau, j'avais envie de repasser du temps sur chaque page. C'est remarquable. Merci beaucoup, Vincent, merci, de nous avoir livré tes coups de cœur du mois. Et on te retrouve à la fin du mois pour parler de Sevrier BD. Oui, Sevrier BD arrive à grands pas. D'ailleurs, on a monté l'exposition aujourd'hui au Centre Bonlieu. Je vous invite tous à venir voir. Les auteurs ont chacun un panneau dédié et vous allez découvrir que c'est très, très beaux invités. Et on en parle très bientôt sur 8 Mont Blanc. Merci beaucoup. Merci on se retrouve dans quelques instants sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Ne zappez pas, à tout de suite.